Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci d'être si nombreux à y participer. Ce webinaire est consacré à l'ISADF, l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, qui est un outil d'aide à la prise de décision au niveau local. L'objectif de ce webinaire est double. D'une part, présenter l'ISADF et montrer ses utilisations potentielles à l'échelle des communes. D'autre part, ouvrir la réflexion sur l'enrichissement de cet outil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous explique les modalités d'interaction avec les orateurs. Donc, en bas de l'écran, dans le bandeau du bas, tout à fait à droite, vous voyez un onglet « Questions ». Et donc, on vous demande de pouvoir interagir avec nous par le biais de cet onglet en posant par écrit vos questions. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir un échange oral direct. Et au moment du temps d'échange questions-réponses, nous reprendrons toutes vos questions et tenterons d'y répondre. Et si nous n'avons pas le temps d'y répondre sur le temps imparti au webinaire, ne vous inquiétez pas, nous nous engageons à répondre par la suite par mail à chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas dès à présent à faire part de vos commentaires et vos questions par le biais de ce bouton. Sans plus tarder, je passe la parole à Sébastien Brunet, administrateur général de l'IWEPS, pour introduire le webinaire. Bien, merci beaucoup Christine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Ce sont désormais notre nouvelle forme d'interaction à l'heure de la pandémie. Le temps de midi est un temps que l'on a considéré comme étant le plus adéquat finalement pour partager avec vous une initiative importante. Alors, l'Institut l'IWEPS, c'est l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique. Nous sommes l'autorité statistique de la Wallonie, donc ça veut dire que nous avons comme mission officielle de produire les statistiques pour l'ensemble du territoire wallon, avec un enjeu extrêmement important en termes de démocratie, en termes d'accès aux informations et d'accès à l'information de qualité qui permettent d'avoir sur le territoire wallon la vue la plus objective possible. Alors, vous savez que nos sociétés aujourd'hui sont évidemment sous tension de différentes manières, que les territoires eux-mêmes sont soumis à différents types de pressions, que ce soit économiques, environnementales, sociales. Et donc, dans les missions de l'Institut, en tant qu'autorité statistique, l'idée est véritablement de repartir des territoires, de partir aussi des communes, pour essayer de donner à l'ensemble des acteurs publics, locaux, et aux acteurs finalement des territoires, que ce soit les CPS, que ce soit les entreprises, que ce soit le monde associatif, que ce soit tout simplement les citoyens, de leur donner en main des outils qui leur permettent de mieux appréhender la diversité de leur territoire et même simplement de connaître leur territoire. Alors cette approche, en quelque sorte, par la commune, c'est une approche qui nous est vraiment très chère, puisqu'elle va permettre de développer des séries d'outils qui permettront aux différents acteurs de faire des diagnostics finalement dans l'ensemble des projets auxquels ils sont confrontés au niveau de leur territoire. Vous savez qu'en Wallonie comme ailleurs, on a une multiplication de dispositifs, d'initiatives, d'appels à projets, de plans, d'autres plans, et tous les acteurs des territoires sont à un moment donné confrontés à la question de produire finalement un diagnostic sur leur territoire. Alors pour tenter de répondre à cet enjeu important de soutien finalement à la prise de décision au niveau local, eh bien, l'Institut a mis en place maintenant depuis de nombreuses années, dans le cadre des plans de cohésion sociale, ça c'est le point de départ, un outil qui s'appelle l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Cet indicateur-là, nous tentons depuis de nombreuses années à l'étoffer, à l'améliorer, et nous arrivons aujourd'hui avec une démarche toute particulière qui est vraiment d'essayer d'augmenter finalement l'amplitude et la qualité de cet indicateur. Ça permettra évidemment d'être utilisé dans le cadre des plans de cohésion sociale, mais notre volonté finalement, c'est que tout ce travail de collecte de données au niveau local puisse également servir à d'autres objectifs, dans d'autres buts.
que ce soit au niveau de plans qui seraient mis en place au niveau de la commune, d'autres plans que le plan de cohésion sociale, que ce soit simplement de donner un soutien aux communes qui doivent à un moment donné rentrer dans les appels à projets au niveau de la région. Donc l'idée vraiment est d'outiller les décideurs locaux, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, avec des indicateurs qui vont brosser de manière extrêmement large la réalité de nos territoires. L'objectif, évidemment, c'est de ne pas retourner toujours vers les mêmes indicateurs, des indicateurs d'emploi, des indicateurs économiques. On essaie vraiment d'avoir un regard le plus diversifié possible sur la complexité de nos territoires, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire qui va, en quelque sorte, et vous allez le découvrir, ouvrir un nouveau chapitre dans la manière dont nous allons étoffer finalement cet indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre présence, je vous remercie aussi pour l'investissement que vous pourrez amener à faire dans cette initiative. Et je vais maintenant, si Monsieur le ministre Collignon est connecté, je vais maintenant pouvoir l'accueillir et le remercier déjà chaleureusement pour son soutien et sa participation dans ce projet qui est évidemment pour les pouvoirs locaux un projet d'une grande importance. Voilà, donc je vais accueillir maintenant le ministre Collignon. Monsieur le ministre, vous pouvez vous connecter. Voilà, je vois que j'apparais à l'écran, je ne sais pas si on... Voilà, merci Monsieur le ministre. Je viens juste de vous annoncer, donc je pense que nous sommes parfaitement dans le timing, et je sais que votre agenda de ce matin était déjà bien chargé, donc je vous remercie pour votre participation à notre séminaire et je vous laisse sans plus attendre la parole. Bien voilà, merci Monsieur Brunet, je vous remercie à travers vous les actions que l'IWEPS entreprend. Je souhaite aussi saluer l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Je sais que la physio n'est pas toujours le mode le plus idéal. Et d'ailleurs, en arrière-plan, mon petit caddie avec mes documents à signer. Bon, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, ça nous permet de continuer à fonctionner et pour aujourd'hui introduire à vos côtés donc ce colloque ou en tout cas cette rencontre concernée qui est consacrée donc à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, avouons-le, terme technique et qui dans un premier temps peut peut-être apparaître un peu réverbatif, mais néanmoins cet indicateur qui va nous permettre de lutter très concrètement contre la pauvreté et la précarité. Vous l'avez dit, cet outil sera un outil qui est destiné à aider à la décision qui sera transmis donc aux pouvoirs locaux, outil qui a été établi à la fois par les académiques mais aussi par le terrain. Je pense à la Ligue des droits de l'homme, à ONIA, à Myria, à l'ONE, à l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes en collaboration avec l'administration régionale bien sûr, certaines communes et CPS. Vous l'avez indiqué, l'échelle communale s'est avérée la plus pertinente, ce qui ne veut pas dire que les données qui seront collectées à l'échelle communale ne pourront pas servir à d'autres niveaux d'échelle supracommunale, régionale ou provinciale ou fédérale ou encore mieux européenne. Donc cette méthodologie que je qualifierais de bottom-up est quelque chose qui me convient puisque nous prônons dans les différents dispositifs que depuis que je suis arrivé à la tête du département, nous prônons cette façon de travailler en bottom-up, en récolte de données, de sensibilité du terrain. Il est évident que pour que celui-ci soit performant et qu'il puisse apporter le bénéfice qu'on lui souhaite, ce qu'il faut que les pouvoirs locaux jouent le jeu est évidemment nécessaire que l'on puisse procéder donc à cette collecte des données. Cette collecte, m'a-t-on dit, sera organisée et coordonnée évidemment par l'IWES et elle ne fonctionnera que si les pouvoirs locaux jouent donc le rôle. La présentation donc du jour est importante car elle permettra de pouvoir enrichir l'outil. Il est donc important de pouvoir donc affiner l'outil parce que cet outil diagnostique nous permettra via cette base de données
d'être exploité pour l'établissement de différents programmes. Je veux citer par exemple les plans de cohésion sociaux, les plans stratégiques transversaux, les PCDR, donc les plans communaux de développement ruraux, ou encore d'autres programmes comme Agenda 21 ou encore le maillage des AIS. Donc, comme ministre des pouvoirs locaux et aussi très intéressé, comme municipaliste, vous savez que je soutiens évidemment cette démarche et j'invite les pouvoirs locaux à y participer. D'après ce qui m'a été explicité, cette récolte de données se déroulera au premier trimestre 2023. Donc, un partenariat que j'estime gagnant-gagnant que la région propose par l'intermédiaire de l'IWEPS aux communes pour nous aider à nous doter collectivement d'un outil d'aide à la décision. Cet outil, comme cela a été exprimé par les intervenants précédents, c'est un outil d'aide à la décision qui permettra d'objectiver certaines décisions. Par exemple, si l'on décide d'implanter du logement social, de se dire où il est plus pertinent de le faire, ou de logement d'urgence, ou encore en fonction de possibilités, notamment de mutualisation de services que les différents pouvoirs locaux décideraient, ou encore les intercommunales, pour exploiter des données qui permettraient par exemple de mieux situer des bassins d'orage, des zonings ou encore des implantations éoliennes. Cela pourrait également servir au privé lorsqu'un entrepreneur voudra décider de savoir où il est plus pertinent de pouvoir construire du logement et encore quel type de logement. Sans être trop long, puisque vous m'avez affecté quelques minutes, et j'avoue que la démarche est extrêmement intéressante, qu'elle demandera également dans mon esprit à être affinée, mais j'invite évidemment les pouvoirs locaux à y participer parce que c'est un partenariat qui peut évidemment s'avérer très intéressant et surtout très utile à notre société pour servir l'objectif de cohésion sociale. C'est évidemment extrêmement important de pouvoir stimuler l'économie de notre région, mais aussi de faire en sorte que tout le monde monte dans le bateau et donc la cohésion sociale et le bien-être de nos concitoyens puisse également être un objectif que nous puissions rencontrer solidairement les uns et les autres. Voilà les quelques mots que j'avais préparés à votre intention en vous souhaitant de fructueux échanges et en vous remerciant pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Un grand merci, Monsieur le ministre Collignon, pour votre intervention, pour l'intérêt porté au développement de l'ISADF et pour vos encouragements. C'est vraiment très gentil. On va passer maintenant au point suivant qui est une capsule vidéo. Donc, l'IWEPS, pour pouvoir présenter succinctement les différentes étapes de construction de cet indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, a réalisé une capsule vidéo. Et je vous propose, sans plus tarder, de visionner cette capsule. Les droits fondamentaux sont un ensemble de droits et libertés dont peuvent bénéficier tous les êtres humains dès leur naissance. Ils reposent sur des valeurs morales essentielles comme la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité. Ils sont universels et inaliénables. Ces droits sont généralement reconnus à travers des lois ou des textes à valeur constitutionnelle, dont un des plus célèbres est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Afin d'assurer leur sauvegarde, les États sont tenus de mettre en place des politiques publiques appropriées en vue de satisfaire les besoins élémentaires de leurs citoyens. Ils doivent aussi contrôler le respect et la mise en œuvre de tous les droits de l'homme sur leur territoire. L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, ISADF, est un indicateur statistique composite. Cela signifie qu'il est construit sur base d'une série d'indicateurs sélectionnés et calculés au préalable. Son but, mesurer l'accès des populations de chaque commune wallonne aux droits fondamentaux. Pour construire l'ISADF, l'IWEPS et ses partenaires ont suivi 3 étapes: la sélection des indicateurs, leur agrégation et leur normalisation. La sélection des indicateurs implique une recherche de sens et plusieurs questionnements.
sont-ils pertinents et de qualité au niveau statistique? Apportent-ils un éclairage complémentaire par rapport aux autres? Sont-ils suffisamment explicatifs et reproductibles dans le temps? Le processus de sélection a ainsi conduit à retenir 28 indicateurs qui couvrent 9 droits fondamentaux sur les 13 droits identifiés au départ. Les résultats de l'ISADF sont notamment disponibles sur notre site dédié. Ils y sont présentés sous différentes formes qui permettent des interprétations complémentaires et nuancées. Les données brutes des 28 indicateurs, qui permettent des comparaisons des données dans le temps et dans l'espace, de commune à commune. Les indicateurs normalisés, c'est-à-dire ramenés à une valeur comprise entre 0 et 1, qui autorisent les comparaisons entre communes et ou entre droits. Et enfin, chaque commune wallonne se voit attribuer une valeur entre 0 et 1 qui synthétise l'ensemble de ces données. C'est l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Ces résultats peuvent être présentés sous forme de carte ou de radar. Les zones les plus claires sur la carte représentent les scores les plus faibles de l'indicateur. À l'opposé, les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés, c'est-à-dire les communes pour lesquelles l'accès effectif aux droits est estimé comme le plus favorable. Les communes de la communauté germanophone en gris ne sont pas concernées par l'étude. La représentation des résultats sous la forme d'un radar offre quant à elle un aperçu visuel rapide des droits pour lesquels l'accès est à améliorer. Un indicateur élevé, proche de 1, rend compte d'une situation favorable en termes d'accès aux droits correspondants, et inversement lorsque l'indicateur se rapproche de 0. Libre à vous de descendre plus profondément dans chacun des droits pour voir les résultats de chaque indicateur qui le compose. Par exemple ici, le taux de mortalité ou encore le pourcentage de femmes sans dépistage du cancer du sein qui contribue à la mesure du droit au meilleur état de santé physique et mentale. L'IWEPS a mis à jour l'ISADF pour la dernière fois en 2018 à la demande du gouvernement wallon dans le cadre de la réforme du plan de cohésion sociale. À ce titre, il fournit un des critères objectifs au subventionnement des communes francophones candidates pour la mise en œuvre du plan d'action 2020-2025. Il est applicable à toutes les politiques sociales territorialisées relatives aux droits humains, en ce compris les objectifs de développement durable. L'ISADF est avant tout un outil opérationnel de diagnostic territorial et d'aide à la prise de décision. Il permet par exemple aux acteurs locaux d'identifier les forces et les faiblesses de leur territoire et leurs besoins en matière de réalisation des droits humains, d'orienter des plans d'action ou encore de rationaliser les débats autour des enjeux démocratiques. L'ISADF est en constante co-construction avec les acteurs de terrain notamment. Il est voué à s'enrichir de nouveaux indicateurs et à contenir davantage d'informations pertinentes quant aux accès aux droits fondamentaux. Pour cela, une collecte harmonisée et exhaustive de données sera plus que jamais nécessaire. Nous aurons besoin de vous. En attendant, pour consulter l'ISADF de votre commune, rien de plus simple. Rendez-vous sur isadf.iweps.be. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je vais enchaîner sur cette petite capsule vidéo. Donc, je vais de ce pas partager ma présentation tout de suite. Voilà. Donc, pour faire le lien directement avec cette capsule vidéo, donc je vais prendre pour point de départ l'expression la plus directe de ce qu'est l'ISADF 2018. Donc, c'est avant tout un indicateur composite pour chaque commune francophone de Wallonie. Donc là, je ne vais pas reprendre les infos qui ont été dites dans la vidéo. Donc, la porte d'entrée, ça va être ce chiffre compris entre 0 et 1.
C'est par nature un outil de diagnostic et d'aide à la prise de décision politique au niveau local. Et c'est aussi, depuis 2008, une base pour l'allocation budgétaire des plans dans le cadre du plan de cohésion sociale. Donc ça, c'est le point de départ, je vais dire, mais cet outil a un potentiel élargi d'usages multiples. Donc, comme le ministre l'a évoqué, ainsi que M. Brunet au début de ce webinaire, on peut le réutiliser pour faire des diagnostics sur les inégalités sociales, la cohésion sociale, le bien-être collectif, le développement durable, la liste n'étant pas exhaustive. Évidemment, l'outil, donc l'ISADF, le dernier a été calculé en 2018. Ici, vous avez le lien vers la publication de cet exercice 2018. Va être directement tributaire de ce sur quoi il a été calculé. Celui de 2018 reprend 9 droits fondamentaux, donc 9 indices par droit, qui sont eux-mêmes décomposables en 28 indicateurs individuels qui ont été retenus et calculés pour cet exercice. Donc, nous avons le droit à un revenu conforme, à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité, au meilleur droit de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, à la sécurité sociale, à l'assurance santé, etc., à l'éducation et à l'enseignement, à un logement décent et adapté à l'énergie et à l'eau, à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté, à la mobilité et le droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, à la formation professionnelle. Donc, un simple coup d'œil à ce tableau récapitulatif des variables en présence en 2018 nous montre, par exemple, que le droit à l'alimentation n'est repris que par un seul indicateur individuel, le pourcentage d'élèves de 6e primaire en surcharge pondérale, obésité comprise. Donc, d'entrée de jeu, un simple coup d'œil à ce tableau nous montre que nous avons des limites que l'on veut dépasser pour avoir un ISADF futur plus riche et plus complet. Ceci dit, nous partons donc sur 9 droits fondamentaux qui ont été alimentés et 28 indicateurs individuels qui aident à les calculer. Si on veut aller plus loin que ce chiffre et que cette carte qu'on a en premier input, il y a le site dédié à l'ISADF, dont l'URL est reprise ici. Et sur ce site, sur lequel je vais aller rapidement juste après, nous pouvons récupérer des représentations globales et des cartes, comme on vient de le voir, des rappels sur le projet et sa méthodologie, donc ça c'est toujours utile. On peut télécharger des données, qu'elles soient brutes ou normalisées, ça on l'a vu dans la capsule vidéo. Nous pouvons avoir des représentations droit par droit, indicateur par indicateur, et nous pouvons avoir des représentations graphiques sous forme de radar, que ce soit informatif, donc pour une commune en particulier, ou entre communes pour effectuer telle ou telle comparaison. Donc je vais basculer très rapidement sur le site web de l'ISADF, donc vous pouvez le trouver facilement avec l'URL qui est reprise dans la présentation qui sera également mise à disposition après le webinaire. Donc je passe rapidement sur les onglets, sur le rappel du projet, la méthodologie, donc ça je vous laisserai le lire ou le relire à votre aise. Donc là je suis sur la page d'accueil par défaut. Ici nous avons la liste de tous les droits, en gras ceux qui sont repris, en non gras ceux qui sont possiblement, qu'on peut ajouter dans le futur si on trouve de quoi les alimenter. Donc par défaut, nous avons la carte que vous avez vue tout à l'heure. Si je clique ici, distribution, j'ai de 0 à 1 la disposition de toutes les communes wallonnes, celle qui a le score le plus bas à celle qui a le score le plus élevé. Et je peux avoir une représentation de radar. Donc ici, cette représentation de radar va dépendre des choix que je veux faire un petit peu plus haut. Donc là, dans cette case, libre à quiconque de prendre une commune de référence. Ici, j'ai choisi Jean-Blou, mais évidemment, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Par défaut, la commune que je vais choisir va être comparée à la Wallonie. Et donc, je vais avoir un radar, droit par droit, me représentant la Wallonie, ici, elle sera en bleu, et la ville que j'ai choisie en noir. Donc, j'aurai déjà un aperçu de ce qui est mieux par rapport à la moyenne ou moins bon par rapport à la moyenne dans telle ou telle commune.
Par défaut, j'ai dit que c'était la Wallonie, mais je peux rajouter une autre commune, Mons par exemple, et donc j'aurai une représentation Wallonie, Mons, Gembloux. Donc effectivement, si on rajoute beaucoup de choses, ça va compliquer la lecture, mais c'est juste pour vous montrer que tout est possible dans ce site et on peut représenter à peu près ce que l'on veut. Ensuite, très rapidement, si je plonge dans un des droits, donc je vais choisir celui à la santé parce qu'il est assez bien alimenté, ben, je vais récupérer la commune que j'ai choisie au début, donc Gembloux. J'aurai son score spécifiquement pour le droit que j'ai choisi et je peux avoir un radar qui sera non pas sur les droits, mais sur les indicateurs du droit que ici j'ai choisi. Donc ici, le droit à une meilleure santé. Donc là, de nouveau, ben, si j'ai choisi Gembloux en référence et que j'ai la Wallonie et Mons en point de comparaison, je vais pouvoir me faire une idée des points forts et des points faibles de la commune en question et avoir potentiellement d'entrée de jeu des idées ou des leviers d'action pour une action, un justificatif pour une action. Donc là, ce site-là est très interactif, il est à votre disposition et il peut permettre, au-delà du plan de cohésion sociale, de pointer tel ou tel droit et d'imaginer une aide à la prise de décision adéquate. Donc je vais retourner maintenant sur ma présentation et je vais enchaîner. Donc là, je vais déjà plus loin que l'indice brut grâce à ce site-là. Si je veux aller encore plus loin, il y a une publication qui est sortie sur le site de l'IWEPS début 2021, qui propose d'aller plus loin et de mieux comprendre les chiffres qui se cachent derrière tout ça. Donc, il y a deux aspects à cette publication. La première, c'est une analyse endogène. Donc, on se base toujours sur l'exercice 2018 parce que c'est le dernier en date. Et la première partie de cette analyse permet, via des analyses de corrélation, ou des analyses de statistiques multivariées, donc je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques ou statistiques, ce n'est pas le jour pour faire ça, mais l'idée c'est, au travers de calculs de corrélation ou de calculs de poids, de mieux comprendre l'ISADF et de savoir sur quels objets, donc que ce soit un droit dans son ensemble, l'accès à un droit dans son ensemble ou un indicateur individuel, pour pouvoir s'appuyer dessus. Est-ce que ça a du poids de s'appuyer dessus, moins de poids? Donc, cette partie-là de l'analyse va un petit peu objectiver les priorités et les poids qu'on peut donner aux interprétations. Donc ça, c'est dans le but d'analyse plus fine. La deuxième partie de ces analyses supplémentaires, c'est une analyse territoriale. Donc, on a récupéré les résultats de l'ISADF 2018 et on a eu les objectifs d'essayer d'obtenir une répartition des communes wallonnes francophones, d'obtenir une cartographie au niveau wallon et de surtout faire apparaître des groupes, donc des regroupements ou clusters de communes qui ont un profil similaire du point de vue de l'accès aux droits fondamentaux. Donc, ça va permettre aux communes de comprendre leur profil, de savoir avec quelles autres communes elles partagent tel ou tel problème ou telle considération, et par opposition, avec quelles communes elles ont des profils tout à fait différents. Donc, très rapidement, je ne vais de nouveau pas m'attarder sur la théorie. Quand je parle de clustering, c'est dans l'idée de classifier, c'est-à-dire on va partir de toutes les communes de Wallonie francophone et on va les réunir au travers des droits, des indicateurs, un beaucoup plus petit nombre de groupes qui sont aussi homogènes que possible à l'intérieur de chaque groupe et aussi différents que possible entre les groupes. Donc, ceci nous permet d'obtenir ce genre de carte. Ici, nous avons 8 clusters obtenus sur base des droits. Alors, le nombre 8 a été choisi non seulement mathématiquement, parce que les critères d'arrêt dans l'algorithme nous ont permis de dire que 8 était un bon chiffre, mais en plus permet de justifier la diversité du territoire sur la Wallonie. Alors, intuitivement, chacun peut se situer sur la carte, voir la couleur qui lui a été attribuée et voir quelles communes ont la même couleur. Alors, juste une petite clé de lecture supplémentaire.
c'est un algorithme hiérarchique, donc c'est-à-dire que les partitions se font une à une, et le jeu de couleurs ici est très important. On voit qu'il y a 2 clusters qui ont des couleurs chaudes, donc les 2 premiers, et les 6 autres qui ont des couleurs froides. Ça veut tout simplement dire que si j'avais seulement demandé 2 groupes, et non pas 8, j'aurais eu un groupe composé seulement des clusters 1 et 2, et un groupe reprenant tout le reste. Donc c'est juste la petite clé de lecture qui est de toute façon très largement expliquée dans la publication. Donc c'est très bien d'avoir cette représentation, de savoir quelle commune ressemble à telle autre, mais c'est encore mieux de comprendre pourquoi ces groupes ont été construits et obtenus de cette façon précise, sur base de quelles caractéristiques, sur base de quel indice en particulier, sur base de quel indicateur. Donc au-delà d'avoir les groupes, j'aimerais avoir les profils des groupes, et c'est là qu'on va obtenir le plus d'informations possibles. Donc là, il y a de nouveau le petit jeu de couleurs qui est d'actualité. Donc chaque cluster, chaque groupe sur la carte se voit attribuer un radar correspondant. Donc les communes en rouge vont se comporter selon ce premier radar-là, avec des points forts pour le droit à l'environnement et au logement, et des points faibles surtout pour le droit d'accès à la santé ou d'accès aux revenus, par exemple. Le cluster 2, il est assez important parce que c'est le cluster qui reprend des grandes villes telles que Mons, Charleroi ou Liège. Et on voit les limites que l'on retrouve dans ces communes-là, qui, à part pour le droit d'accès à la mobilité, où là le score est très très bon, le reste est un petit peu en deçà. Donc cette analyse, autant il y aura de groupes, autant il y aura de radars. Donc chaque commune peut se situer selon son groupe et connaître son profil et avec qui elle partage ce genre de profil. Dans la publication, il y a également à la fin un tableau récapitulatif où on reprend toutes les communes francophones de Wallonie dans l'ordre alphabétique et pour lesquelles, avec un jeu de couleurs, des cases bleues, des cases rouges, on peut identifier les communes qui ont les plus mauvais ou les meilleurs scores, droit par droit. Donc là, la première colonne, c'est le revenu, l'alimentation, etc., etc. Et on voit aussi l'attribution à quel cluster pour de nouveau faire le lien avec la carte et les radars. Évidemment, si on passe au niveau des indicateurs, on aura des formes de plus en plus complexes, de plus en plus précises, et on connaîtra, on visualisera d'autant plus et plus précisément les points forts et les points faibles de chaque cluster et donc de chaque commune qui sont dans le cluster. Donc le mot d'ordre, c'est qu'au plus il y aura d'indicateurs, au plus les diagnostics pourront être riches et précis. Donc c'est là qu'on en arrive aux limites. Donc on l'a vu d'entrée de jeu dans le tableau que, par exemple, le droit à l'alimentation était très mal défini, très mal évalué. Donc on va être amené à trouver d'autres indicateurs pertinents. Comment les trouver, ces indicateurs pertinents? Nous avons derrière une grille conceptuelle sous-jacente. Donc, il faut imaginer que pour tous les droits, donc les 9 qu'on a repris et les quelques autres qui sont en attente, il faut imaginer ce tableau-là, cette grille conceptuelle. Donc, on a l'intitulé du droit, le cadre normatif, donc sur quoi on se repose, donc les traités internationaux, les décrets, les conventions, etc., etc. Mais si on va un petit peu plus bas dans ce tableau, on voit que chaque indicateur, on aimerait les approcher, les enrichir via 4 angles d'approche. Donc, nous avons un état général. On aimerait aussi mesurer des déséquilibres ou tensions socio-économiques liées à chacun des droits, une vérification de l'accès effectif aux droits dans des situations sensibles et des facteurs de stabilité versus de menaces qui favorisent ou défavorisent l'accès durable du droit en question. Donc, nous avons pour chaque droit, idéalement, dans l'approche conceptuelle, 4 angles d'approche qu'on aimerait prendre en compte et concrétiser à l'aide d'indicateurs. Donc là, c'est l'idéal. Pour l'instant, nous avons des droits non repris. Donc ici, ceux qui ne sont pas en gras ne sont pas repris. Donc le droit à l'information, à l'usage du numérique, droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la participation citoyenne et démocratique, droit à l'épanouissement social et culturel. À terme, donc, ce sont 4 pistes que l'on aimerait enrichir d'au moins un indicateur pour commencer, voire plus à la suite. Donc, il y en a qui ne sont pas repris,
Et il y en a qui sont mal représentés, typiquement le droit à l'alimentation. Ça, on l'a vu dès le début de ma présentation. Donc, tout ceci, on aimerait l'améliorer, l'enrichir. Donc, vous l'avez compris, dans le but de prendre de mieux aider la prise à la décision au final. On aimerait aussi avoir des focus particuliers sur les enfants, par exemple, ou les publics cibles potentiellement à risque pour la cohésion. Donc là, des mesures d'inégalité et de discrimination, donc des indicateurs qui se mettraient dans ce tableau-ci pour chaque droit afin de prendre en compte la question également des inégalités et des discriminations. Donc on est face à ce grand chantier, mais tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que d'office, quand il va s'enrichir, l'ISADF va pouvoir proposer des diagnostics plus fiables, plus précis, pourra rencontrer tout un tas d'utilisations dans n'importe quel domaine, plus ou moins, mais en tout cas lié à l'accès aux droits fondamentaux, à même de fournir au final la meilleure aide possible pour la prise de décision au niveau local. Donc là, je conclus et je fais le pont vers la suite de la présentation par Isabelle et Christine sur ce constat-là. Certains accès ne sont pas couverts, d'autres sont insuffisamment couverts et ne tiennent pas compte de toutes les dimensions ou éclairages souhaités. Et l'acquisition de nouveaux indicateurs renforcera d'office la connaissance, le partage des données. Donc, c'est une approche win-win. Hein. Les données qu'on est amené à récupérer, on ne les gardera pas pour nous. Et ce sera aussi une aide précieuse pour les communes et tout décideur au niveau local. Et la prise de décision au niveau local, donc. Et je conclus avec les besoins. Donc, forcément, on a besoin de données communales, dans la limite qu'il faut qu'elles soient exhaustives. Toutes les communes doivent être calculées pour chaque indicateur, homogène et le plus fiable possible statistiquement. Voilà pour ma présentation. Merci pour votre écoute et je vais laisser la place à Christine et Isabelle. Merci Baptiste. Venir sur peut-être la présentation de l'équipe ISADF. Donc, il y a Baptiste qui vient de vous présenter le contenu de l'ISADF 2018. Il y a Christine Reuters qui a introduit. Et donc, moi, Isabelle Register, je vais introduire quelques pistes d'amélioration. Donc, nous allons donc poursuivre avec ces pistes et juste peut-être pour vous dire ou rappeler que certains d'entre vous connaissent sans doute l'ISADF depuis 2008, mais que nous l'avons calculé par pas de 5 ans, donc en 2008, 2013, 2018. 2018, c'est ce que vous a présenté Baptiste, donc toute l'analyse autour de ce calcul en 2018, et que nous sommes maintenant sur un objectif de calcul pour un ISADF 2023, donc élargi, et en essayant de l'étoffer par rapport à certaines limites donc, identifiées. Des limites, d'abord pour élargir le champ de certains indicateurs par droit. Donc, pour l'alimentation, le droit à l'alimentation, nous n'avons pour l'instant qu'un seul indicateur et nous sommes tout à fait conscients qu'on ne couvre donc pas l'ensemble du droit à une alimentation saine et suffisante. Et puis aussi pour couvrir les différents angles d'approche que vient de citer Baptiste. Et puis, donc, deuxième grosse partie, c'est identifier des indicateurs pour les droits pour lesquels nous n'avons toujours pas d'indicateur à ce stade. Donc, ce que l'on cherche pour construire ce nouvel ISADF 2023, qui se basera bien sûr déjà sur tous les acquis de 2018, mais qui cherche vraiment à l'étoffer, ce sont des indicateurs qui ont du sens par rapport à un accès effectif aux droits fondamentaux. Et on insiste sur la question de l'accès effectif, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir accès en termes de localisation à une offre. Il faut que l'accès soit vraiment effectif pour la rencontre des droits fondamentaux. Et donc, nous avons, à côté de ce critère de sens, des critères aussi d'acceptabilité plus statistiques, parce que nous devons couvrir une statistique au niveau local et ça nous impose des critères finalement d'acceptabilité statistique.
Un premier critère, c'est l'univocité de la statistique par rapport au cadre conceptuel de l'accès aux droits fondamentaux. Alors, ça paraît assez simple comme ça, cette univocité, mais il faut vraiment voir dans quel sens il faut faire varier l'indicateur pour identifier des vulnérabilités à l'intérieur des communes. Et lorsqu'on travaille sur les statistiques, ça demande une bonne réflexion et c'est un travail qu'on réalise notamment avec le comité de référents qui encadre la construction de l'ISADF. On cherche aussi, bien sûr, des indicateurs qui ont une certaine pertinence par rapport au levier d'action au niveau de la commune, au levier d'action et aux vulnérabilités des populations présentes dans la commune. On cherche des indicateurs qui ont une disponibilité pour l'ensemble des communes. Si nous n'avons l'indicateur que pour la moitié des communes francophones wallonnes, ça ne va pas nous suffire. Il nous faut absolument un indicateur pour toutes les communes pour pouvoir les comparer et les classer. Ensuite, on cherche des indicateurs qui ont une capacité de discrimination entre communes, c'est-à-dire qui vont avoir des valeurs bien différentes d'une commune à l'autre. On cherche des indicateurs qui sont temporellement définis et disponibles pour une mise à jour. On ne va pas se satisfaire d'indicateurs qu'on a une fois dans le temps. Il faut absolument que dans la période de 5 ans plus tard, on puisse de nouveau avoir l'indicateur. On cherche des indicateurs qui sont faciles à comprendre et qui sont transparents dans leur mode de construction parce qu'on ne veut pas passer trop de temps à essayer de les comprendre et expliquer comment ils sont construits. Et donc, on cherche des indicateurs simples et spécifiques par rapport au droit parce qu'il y a parfois des indicateurs qui sont trop couvrants, qui recouvrent plusieurs droits à la fois. Et enfin, on cherche des indicateurs qui ont une robustesse et une fiabilité statistique. Nous avons pour cela, au jour d'aujourd'hui, identifié 4 pistes. Donc, je vais présenter 2 des premières pistes et ma collègue Christine Reuters va présenter les 2 suivantes. Donc, les 4 pistes sont l'identification à travers des bases de données administratives qui sont en développement. Donc, par rapport à 2008, il y a quelques bases de données administratives qui nous permettent ou nous permettront d'avoir quelques indicateurs en plus. À travers une deuxième piste, c'est la consultation d'experts sur des thématiques qu'on a identifiées comme prioritaires et pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à cerner quels indicateurs on pourrait trouver. La troisième piste, c'est des collaborations avec vous, avec les acteurs locaux, pour identifier et collecter les données disponibles et exploitables. Et la quatrième piste, c'est une enquête par sondage auprès des citoyens et des citoyennes wallonnes dans les communes, avec la recherche d'une représentativité par commune. Alors, la première piste, c'est les recherches à travers les bases de données administratives. Donc, je vais vous citer 2 exemples de bases de données qui se sont largement étoffées par rapport à toutes les recherches qu'on avait pu faire en 2018. Et merci aux constructeurs de ces bases de données. Ce sont 2 exemples, il y en a d'autres, mais ce sont 2 exemples très intéressants. La première, c'est la base de données de l'Agence intermutualiste qui rassemble énormément de données au niveau local sur l'accès à la santé pour toutes les personnes, les citoyens belges qui sont assurés en termes de santé. Et donc, à travers l'AIM met à jour et ajoute de nouveaux indicateurs, ce qui va nous permettre d'étoffer probablement l'ISADF sur des questions d'accès à la santé et notamment probablement d'accès à la santé mentale. Alors, l'autre base de données qui évolue aussi, c'est la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Donc, c'est un catalogue de données dans le secteur social avec un beau focus sur les questions emploi. Et à travers ces 2 exemples, donc on a un travail en cours avec UNIA et le service de lutte contre la pauvreté pour essayer d'identifier à l'intérieur de ces 2 bases de données, en particulier des indicateurs qui nous permettent de couvrir l'angle d'approche sur les inégalités et les discriminations. Donc voilà, par exemple, UNIA a mis en place une liste de critères de discrimination, mais nous allons essayer de les passer en revue pour pouvoir injecter dans l'ISADF des indicateurs autour des inégalités et de la discrimination, et bien sûr sans oublier les inégalités de genre. Deuxième piste, c'est des consultations d'experts sur des thématiques prioritaires. Donc,
à travers tout ce qu'on a déjà pu construire et identifier comme limites, il y a 2 thématiques prioritaires qui sont identifiées pour lesquelles on a particulièrement du mal à trouver des indicateurs et on a besoin de consulter des experts de ces thématiques pour identifier les indicateurs. Donc, c'est l'accès effectif à l'alimentation suffisante, adéquate et de qualité, et aussi l'accès effectif à une meilleure santé mentale. Donc, ce sont 2 thématiques prioritaires. Suivant comment fonctionne notre consultation d'experts, d'autres sont à suivre, bien sûr. C'est à voir et on vous écoute aussi pour identifier d'autres thématiques prioritaires si vous le souhaitez. Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est une consultation de type Delphi. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail du Delphi, mais donc on va partir d'un premier questionnaire qu'on va envoyer à une série d'experts dont le nombre est illimité, enfin voilà, quasi illimité. Et on va faire une première analyse des réponses pour faire un second tour, reconstruire un nouveau questionnaire. Et l'objectif, c'est d'arriver à un consensus de ces experts autour d'indicateurs qu'il faut absolument développer dans l'ISADF et pour lesquels une recherche de données sera poursuivie. À ce titre, voilà déjà une première piste où vous pouvez nous aider. Si vous pensez que vous voulez participer à ces tours Delphi autour d'une alimentation suffisante, adéquate et de qualité ou autour de la recherche d'indicateurs pour une meilleure santé mentale, vous pouvez nous envoyer votre adresse email et indiquer si vous souhaitez participer à ces consultations d'experts. Je passe la parole à ma collègue Christine. Merci Isabelle. Et donc, à côté de ces experts sur les thématiques, il y a bien sûr les experts de terrain, qui sont aussi des experts d'ailleurs de thématiques. Et donc, l'étape suivante est bien entendu de travailler en concertation et en collaboration étroite avec les acteurs locaux, aussi bien pour identifier des indicateurs qui apparaissent comme à la fois pertinents et qui sont effectivement disponibles à l'échelle des communes, même si ils ne sont pas encore centralisés. Donc, travail en collaboration pour identifier les indicateurs, mais aussi pour identifier les données disponibles qui pourraient être mises à la disposition de l'IWEPS, à charge pour l'IWEPS de collecter les données, de centraliser, d'harmoniser et de les remettre bien sûr à la disposition des acteurs locaux. Et donc, pour ce travail, effectivement, nous allons avoir besoin de collaborer dans un processus vraiment win-win, j'y reviendrai par la suite. Et donc, on est vraiment intéressé que vous puissiez faire part de votre intérêt pour participer à des groupes de travail qu'on mettra sur pied dans les mois qui viennent. Alors, on n'a pas encore défini exactement la façon de fonctionner, ce sera vraisemblablement par thématique. Donc, autour de thématiques, voilà, on aura besoin de réfléchir avec vous sur l'existant, sur ce qui pourrait être envisageable, intéressant pour les acteurs locaux. À côté des collaborations avec les acteurs locaux, il y a, tu peux, si tu veux bien Isabelle, passer à la diapo suivante, il y a la réalisation d'une enquête auprès des citoyens, puisque force est de constater que pour pouvoir appréhender l'ensemble de l'information sur les droits et l'accès aux droits, il y a des informations qui relèvent directement des individus, qu'on ne pourra pas avoir autrement que par une enquête auprès des personnes. Notamment, c'est le cas pour toutes les composantes individuelles qui ne sont pas donc mesurables par les statistiques existantes, notamment en lien avec les questions de vulnérabilité sociale. Alors, cette enquête, elle sera coordonnée par l'IWEPS, mais elle nécessitera la collaboration aussi des acteurs communaux et elle est projetée durant le premier trimestre 2023. Le cadre méthodologique de cette enquête est en construction. Il sera évidemment adapté aux impératifs de la situation, mais il sera surtout conçu pour encourager toutes les personnes sondées à participer à l'enquête
On prévoit donc à cet effet-là un dispositif d'encadrement ad hoc en recourant notamment au PCS dans les communes qui ont un PCS qui sera un point d'ancrage où les personnes pourront auprès desquelles les personnes pourront avoir de l'aide pour pouvoir participer, répondre à cette enquête. Alors, comme Isabelle l'a dit, les résultats de cette enquête devront être représentatifs puisqu'ils devront pouvoir être intégrés dans le calcul de l'ISADF. Et donc, cet ensemble, donc si tu veux bien passer à la diapo suivante, Isabelle, merci beaucoup. Donc, l'ensemble de ce travail devra se faire vraiment dans un processus collaboratif et transversal de co-construction avec les acteurs locaux. Donc, vraiment un processus, on va dire, win-win. Donc, d'une part, on demande aux acteurs locaux de pouvoir nous aider à identifier et à collecter les données, mais à charge pour l'IWEPS, comme je vous l'ai dit, de mettre les données ensuite centralisées et harmonisées à la disposition des communes. Ainsi, les communes pourront disposer d'un socle d'informations utiles pour élaborer leurs diagnostics locaux et procéder aux analyses ad hoc. On souhaite aussi, c'est pas seulement un souhait, hein, c'est un engagement de pouvoir soutenir la participation citoyenne dans les communes par le biais justement de cette enquête auprès des citoyens. Et à cet effet, on prévoit à l'automne 2022 d'aller à la rencontre des acteurs locaux et des citoyens dans le cadre d'une tournée qu'on pourrait faire au sein de grands points de rencontre en Wallonie, dans le cadre de la préparation de l'enquête. Ainsi, nous pourrions échanger avec les acteurs de terrain, répondre aux différentes questions. Et là aussi, si vous êtes intéressés à participer à ce processus-là de rencontre citoyenne, n'hésitez pas à nous le faire savoir par nos adresses mail, je pense qu'ils viennent, voilà, dans la suite et à la fin de notre présentation. Vous voyez nos adresses mail, vous nous contactez par ces adresses, que ce soit pour manifester votre intérêt, pour participer au groupe de travail et pour nous rencontrer dans le cadre de la tournée de l'IWEPS. Voilà. Donc maintenant, si Baptiste, tu veux bien venir nous rejoindre sur scène, sans trop attendre, je propose que nous passions à la partie questions, d'échange questions-réponses avec les participants. Nous avons pris un petit peu de retard sur notre timing, mais nous allons faire au mieux pour ne pas dépasser l'heure. Allez, on a peut-être les 5 minutes de radio. Donc maintenant, l'idée est de faire le tour des questions qui nous seraient posées à travers l'onglet questions. Et donc, on commence à y répondre du mieux que nous le pouvons. Et donc, soyez sans crainte, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, nous poursuivrons après le webinaire par échange de mails. Peut-être que Baptiste a eu l'occasion de jeter un œil sur les questions qui nous ont été posées. Alors, j'ai eu l'occasion, oui. Donc, moi, je peux directement répondre aux questions qui ont trait avec le projet d'enquête auprès des citoyens. Donc, j'ai une question ici. Le recueil d'infos est-il en lien avec la méthode spirale? D'un point de vue méthodologique, pour l'instant, rien n'est figé. Donc, la méthode spirale pourra être éventuellement une source d'idées, mais voilà, on n'en est pas encore à choisir un cadre bien précis. Vous envisagez de nous solliciter pour les enquêtes en janvier 2023. Alors, peut-être pas janvier 2023, mais si ça avance bien, on aimerait évidemment mettre en place ça, comme on a dit, dans le premier trimestre 2023. L'idée, c'est que l'ISADF 2023 doit être prêt en novembre ou décembre 2023. Donc, il faut le temps de mettre en place l'enquête, le temps de récupérer les données, de les traiter, de les recaler s'il faut les recaler, etc. etc. Donc, pas forcément plus tard que le premier trimestre 2023, idéalement. Attention à la représentativité des échantillons pour l'enquête, évidemment. Donc ça, il n'y a pas de secret, il faudra faire attention à ça d'une façon ou d'une autre.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Donc, un peu plus bas, j'ai noté que certaines matières peuvent concerner la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc l'enseignement en santé, etc. Est-ce que cela est prévu? Donc là, je vous laisse peut-être un peu plus la parole. Donc, d'entrée de jeu, il faut quand même savoir que l'ISADF, c'est un outil pour la Wallonie, pour les communes wallonnes, et le recueil des données, que ce soit sur le territoire wallon ou le territoire bruxellois, ce n'est pas du tout les mêmes façons de faire. Donc, non, mais donc peut-être expliquer qu'on travaille en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et que dans l'ISADF, nous avons des indicateurs, par exemple, de retard scolaire, de redoublement dans le secondaire, et on voudrait avoir des indicateurs sur le décrochage scolaire qui sont en cours de perfectionnement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et que ce sont peut-être des compétences Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça amène au niveau des communes des vulnérabilités par rapport à ces jeunes qui vivent des échecs, parfois des échecs répétés, et donc c'est une forme de vulnérabilité de la population de la commune pour lequel une attention doit être portée à travers des plans comme les plans de cohésion sociale par exemple, mais peut-être d'autres mesures également. Pour compléter, donc il faut faire une distinction entre les matières de la communauté et de la fédération et les données au niveau local. Donc les données sont bien collectées à l'échelle des communes wallonnes, mais les matières de la fédération sont effectivement prises en compte. Donc Isabelle vient de parler de l'enseignement. Un autre exemple, d'ailleurs nous avons dans le comité de référents l'ONE qui participe aussi. Et donc, on développe des indicateurs qui ont trait avec l'enfance, qui sont des matières de la fédération. Donc, les droits, je veux dire, ne s'arrêtent pas aux frontières de la région. Donc, nous prenons effectivement en compte aussi les matières de la fédération. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, nous avons jusque 13h30. Donc, peut-être Vincent qui nous a posé la question si on comptait développer un module accès aux droits aux enfants, accès aux droits de l'enfant, pardon, en lien avec les plans d'accès aux droits de l'enfant de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais donc, comme tu l'avais présenté tout à l'heure, Baptiste, effectivement, à côté des droits fondamentaux, le comité de référents qui encadre nos travaux ont explicitement demandé à ce qu'on développe également des droits, mais plutôt liés au public, en ce compris particulièrement les enfants. Donc, on a un droit qui est, même s'il est transversal et il reprend des matières liées aux autres matières couvertes par les autres droits, mais qui est spécifique à l'enfance, à la petite enfance et à l'enfance. Comme ce sera le cas aussi pour les publics vulnérables. Peut-être une dernière question qu'on peut traiter. Est-ce que certains critères seront-ils corrigés par rapport au calcul de 2018 ? Donc, M. Bernard Lennartz prend pour exemple les citoyens de sa commune qui bénéficient d'un indice mobilité favorable, mais uniquement parce que sa commune se situe sur une autoroute. Mais que concrètement, pour bien des citoyens, les problèmes sont individuels et non pas collectifs. Alors, je vais peut-être répondre. Donc, ce qu'on va faire très certainement, c'est couvrir plus largement le champ de certains droits où on se rend compte qu'on ne les couvre pas suffisamment. Alors, pour la question mobilité, on est conscient qu'il y a pas mal de critiques par rapport aux indicateurs qui ont été mis, qui sont des indicateurs d'accès en transport en commun ou avec des services de base, et où, par exemple, une commune qui a une gare ou des transports en commun bien desservis, même si à l'intérieur de la commune, toute la population n'est pas bien desservie, par rapport à d'autres, a des scores assez favorables, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de problème de mobilité dans la commune. Alors, pour les questions, par exemple, de mobilité, on se rend compte que c'est assez difficile d'améliorer les indicateurs sans aller sur l'infracommunal, justement, parce que, voilà, il y a à l'intérieur de certaines communes des quartiers qui ont une bonne accessibilité aux transports en commun, mais des quartiers qui n'en ont absolument pas. Donc là, il nous faudrait un développement
avec des indicateurs infracommunaux. Et voilà, c'est une piste qu'on envisage et voilà, on va voir comment on peut y répondre, à voir si c'est possible pour 2023. Peut-être un complément aussi de réponse sur l'idée, est-ce qu'on peut tenir compte et rebondir sur des indicateurs de 2018 et tenter de les améliorer ou de les préciser. C'était déjà le cas en 2018. On a essayé autant que faire se peut, avec bien sûr moyennant la disponibilité des données, mais de tenir compte des remarques qui avaient été formulées par les communes dans le cadre de l'évaluation du PCS précédent. Et donc, ici aussi, n'hésitez pas, là aussi, vos remarques concernant les données de l'ISADF 2018, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et nous ferons, en fonction du disponible, nous ferons tout ce que nous pourrons pour améliorer. Je vois que Madame la ministre Moréal nous a rejoints. Je vais donc, pour ne pas perdre du temps. Donc, s'il y a encore d'autres questions, on vous l'a dit, on revient vers vous par mail de toute façon. Donc, j'accueille Madame la ministre Moréal, que je remercie de nous faire l'honneur de conclure ce webinaire. Donc, je vous cède la parole immédiatement. Voilà, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, c'est correct? Oui, parfait. Voilà. Donc, je vous remercie. Je profite. On sait que normalement, au mois de janvier classique, on se souhaite les vœux de bonheur et on prend un verre aussi pendant tout le mois de janvier avant d'entamer tournée minérale. Ici, ce n'est pas le cas, mais je vous souhaite quand même une bonne année. Je sais que 2020 et 2021 ont été des années particulièrement difficiles pour toutes les autorités locales, pour tous les travailleurs de plans de cohésion sociale aussi. Et donc, si vous êtes présent à ce webinaire, vraiment, je vous remercie de votre implication, de votre adaptation pendant ces moments difficiles. Et je crois qu'on peut être relativement confiant, même si on ne sait pas faire de prédictions sûres, sur le fait qu'on espère que l'année 2022 sera une année plus sereine et qui nous permettra de pouvoir travailler de manière un petit peu plus posée en ayant vraiment la tête hors de l'eau cette fois-ci. Alors, je voudrais aussi remercier l'IWEPS, la direction de la cohésion sociale du SPW Intérieur et Action Sociale pour le webinaire, pour l'invitation et l'initiative. J'espère que l'échange aura permis de démontrer évidemment la plus-value de l'ISADF et qui pourra, dans un avenir proche, et c'est vraiment l'objectif, quand j'entendais les questions, encore mieux nous aider à la prise de décision, qu'elles soient internes ou externes, et qu'elles soient aussi un outil très utile pour les collectivités locales. Ça a été abordé, et vous le savez, cet indicateur-là, ce type d'indicateur a été créé en fait en 2008. Et pour la petite histoire, à l'époque, avec Karine Janssen, moi j'étais occupée au cabinet à réécrire le plan de cohésion sociale en se disant, mais est-ce qu'on ne ferait pas une photographie qui soit un peu plus fidèle à partir de l'accès aux droits fondamentaux? Et cette manière-là, de manière un peu innovante finalement, qu'on a essayé de poser un diagnostic dans la commune, des choses dans les différentes communes de Wallonie, diagnostics qui n'avaient pas toujours été faits précédemment, et en se disant, les accès aux droits fondamentaux sont une manière de pouvoir avoir une photographie la plus précise de sa commune, de ses forces, de ses faiblesses, ou parfois de mettre le focus sur des choses qui n'apparaissaient pas totalement évidentes, ou au contraire de conforter des sentiments qu'on avait en les objectivant. On voit que les conséquences de la crise sanitaire ont évidemment plus que jamais mis en évidence le rôle essentiel de la cohésion, de la solidarité, que ce soit dans les inondations ou dans la crise sanitaire. On sait que c'était vraiment le ciment d'une société qui soit plus égalitaire. On a aussi besoin d'inclusion dans ces moments qui sont un peu compliqués, et d'essayer d'avoir des outils adéquats pour lutter contre ces situations difficiles. Et quand je dis des situations difficiles, ça peut être la question du mal-logement, du sans-abrisme, des violences conjugales et familiales, des problèmes de santé mentale, des dépendances, des assuétudes, le fait que certaines personnes ne se sentent pas incluses, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce que ce sont des personnes qui sont des primo-arrivants, comme on le dit, ou encore malheureusement la détresse et l'isolement de nombreuses personnes qui malheureusement ne sont pas uniquement que des personnes âgées. Ça n'excuse pas une personne âgée seule, c'est évidemment compliqué pour elle, et donc il faut aussi mettre en place des choses, mais aussi chez les jeunes, qui doit évidemment nous inquiéter.
On voit aujourd'hui que le développement de ces outils-là ont sans doute une utilité, mais qu'on doit aussi se mobiliser ensemble pour essayer d'avoir des statistiques locales qui soient qualitatives et qui puissent aider les autorités locales, mais aussi la région, pour pouvoir prendre des décisions dans différents secteurs, à différents niveaux, pour essayer de mieux intégrer nos politiques, nos programmes d'action, essayer en gros de viser le plus juste en regardant l'attention peut-être plus particulièrement sur les publics les plus vulnérables. Plus on aura des statistiques étendues, plus on pourra faire en sorte que les moyens publics, qui ne vont pas être pléthoriques les prochaines années, vous vous en rendez sans doute compte au vu des montants considérables qu'on a mis dans le cadre de cette crise sanitaire. Et donc, il va falloir les utiliser de la manière la plus adéquate possible, la plus précise possible. Voilà, pour la distribution de colis alimentaires qu'on pourrait cibler dans certains quartiers, pour implémenter par exemple des maisons médicales dans certains quartiers également, là où il manque une couverture, et on a vu à quel point il y avait une corrélation entre l'état de santé de la population et le fait qu'il n'y ait pas de couverture médicale de première ligne. Et puis, il faut qu'on améliore aussi la mesure de l'effectivité de l'accès aux droits humains. C'est essentiel pour que la lutte contre la pauvreté et les inégalités devienne une réalité politique atteignable. Et vous savez que le gouvernement wallon, et je pense que Christophe Collignon vous en a peut-être parlé tout à l'heure, et moi-même on a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. Dans le cadre des moyens et des mesures, des leviers qu'on peut avoir en région wallonne, ils ne sont pas pléthoriques, mais néanmoins on en a et on essaye de les actionner au maximum. Et c'est d'ailleurs ensemble qu'on va mettre sur pied un observatoire wallon du sans-abrisme, parce qu'on est à peu près le seul pays à ne pas avoir d'observatoire du sans-abrisme. Et ça permet de collecter les différentes dynamiques qu'on voit dans les relais sociaux des différentes régions de Wallonie, et de cette manière-là d'avoir une vraie stratégie, parce qu'on navigue parfois un peu à vue. C'est pas faute de mettre des moyens, mais peut-être qu'il faut qu'on ait une stratégie de manière un peu plus macro pour pouvoir essayer de sortir davantage de personnes du sans-abrisme. On a aussi les collectivités locales, les communes, les villes ont un rôle déterminant à jouer dans ce chantier lié à l'indicateur, en raison notamment de leur expertise qui est connue, bien sûr, et reconnue, d'autant qu'on sait que c'est vraiment l'échelle communale qui reste la plus pertinente. On sait que cet indicateur, c'est l'ISA-SDF, je ne sais pas comment on va dire, comment est-ce qu'on le prononce? L'ISA-SDF? L'ISA-DF. Et perfectible, je déteste les acronymes, il est, à mon sens, important de privilégier son développement dans différents domaines, et prioritairement dans le domaine de la santé mentale, de l'alimentation, mais aussi du logement. Voilà, je crois que j'ai déjà été suffisamment longue. Je voudrais vous encourager, chacun et chacune, à prendre une part active, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera dans la démarche et dans le développement de cet outil. Au plus on arrivera à se mobiliser sur ce qu'il est important de pouvoir parfaire et corriger, plus ça pourra être efficace pour faciliter la prise de décision. Vous devez savoir que le gouvernement doit aussi contribuer à son développement. On doit faire en sorte de mieux travailler pour essayer de simplifier les différentes démarches que les pouvoirs locaux doivent faire. Vous passez encore trop de temps dans des démarches administratives qui sont inutiles et qui sont chronophages, qui quelque part mettent en péril ou qui font que vous consacrez moins de temps aux objectifs que vous avez envie de poursuivre. Et donc, plus on aura un diagnostic précis, plus on pourra aussi déployer des actions politiques. Donc, prendre le temps du diagnostic, c'est au final en gagner pour l'avenir. Pour le moment, on a un subside attribué dans le cadre du plan de cohésion sociale et l'article 20, vous savez, qui est calculé en partie sur la base de cet indicateur-là. Et donc, élargir les variables de cet indicateur contribuerait, je crois, encore à objectiver le calcul de la subvention. D'autant, et c'est un des objectifs qu'on poursuit, pour le moment, on se sert de cet indicateur dans le cadre du plan de cohésion sociale et de l'annexe, comme je l'ai évoqué avec l'article 20, mais on pourrait aussi, dans l'avenir, Christophe Collignon, en sa qualité de ministre des Pouvoirs locaux, moi-même et peut-être d'autres collègues, utiliser cet indicateur pour pouvoir accorder des subsides en sachant qu'on aura une vision qui soit la plus fidèle possible de la réalité. Et donc voilà, je voulais vous remercier évidemment pour votre collaboration. Vous savez que dans mon cabinet, j'ai des collaborateurs qui sont consacrés à ces thématiques de manière
un peu plus intenses encore, comme Christelle Kerler, n'hésitez pas, la porte du cabinet est toujours ouverte. Je reste évidemment à votre disposition et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Grand merci en tout cas pour le soutien. Un grand merci, Madame la ministre. Oh, pardon, Sébastien, tu voulais prendre la parole maintenant. Non, ah, pardon. Un grand merci, Madame la ministre, pour votre intervention, votre soutien, la confiance dans nos travaux et la fidélité, parce que c'est vrai que dès 2008, nous travaillons déjà ensemble sur cet indicateur, le développement de cet indicateur. Mais nous avons quasi terminé. Il me reste en tout cas encore une fois à remercier tous les participants pour votre présence et pour l'intérêt que vous allez et que vous portez d'ores et déjà à nos travaux, ainsi que pour son développement futur. Vous rappelez aussi que nous gardons bien trace de toutes vos questions et nous continuerons à y répondre par mail si il y a encore des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Vous rappelez enfin que la vidéo de l'enregistrement du webinaire va être disponible incessamment sous peu sur la page de l'événement sur le site de l'IWEPS. Y seront également déposés les PowerPoint et la capsule vidéo. N'hésitez donc pas à transférer à toute personne, le lien à toute personne qui n'aurait pas encore eu l'occasion de participer au webinaire. Vous rappelez encore que n'hésitez pas donc à nous faire part de votre souhait, de votre intérêt pour participer au groupe de travail que nous allons mettre en place et pour faire savoir aussi votre intérêt d'une rencontre au moment où nous ferons le tour donc à l'automne 2022 avant l'enquête dans les communes. Voilà. Peut-être que Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Non? Alors, je voulais saluer tout le monde et voilà, vous remercier pour la dynamique et ce travail qui va nous permettre d'avancer. Un grand merci à tous.